Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. L'adoption au Burkina Faso d'un projet de loi d'amnistie pour les auteurs du coup d'État manqué de 2015. Une tentative de coup de force qui avait fait 14 morts et plus de 200 blessés. Pour le gouvernement, ce texte vise notamment à encourager l'élan patriotique. La construction de nouvelles écoles au Tchad, de nouveaux établissements qui ont vu le jour dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Depuis sa mise en place, plus de 160 000 personnes ont bénéficié d'un accès amélioré aux infrastructures communautaires de santé et d'éducation. Et puis coup de projecteur sur le dernier album de Djababa. L'artiste béninois d'origine nigériane travaille sur son 3e opus qui met une nouvelle fois en lumière les traditions africaines. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, cette plainte déposée par l'ancien président sénégalais Macky Sall. L'ex-chef de l'État a porté plainte contre X ce lundi 23 décembre pour faux et usage de faux et diffamation. En cause, la diffusion sur les réseaux sociaux de prétendus relevés bancaires attribués à son nom. Un compte HSBC domicilié à Singapour est crédité d'1 milliard de dollars. HSBC Singapour a d'ailleurs contesté la validité du document. Plusieurs incohérences ont été signalées, dont un code SWIFT inexistant. Dans l'actualité également, le Burkina Faso, le Niger et le Mali confirment leur divorce avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont rejeté le délai de rétractation de 6 mois proposé par la CEDEAO avant leur sortie définitive. Une période de transition décidée par les chefs d'État lors d'un sommet tenu le 15 décembre à Abuja. En étendant cette période jusqu'au 29 juillet 2025, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, entend, je cite, maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes et espère dissuader les 3 pays à claquer définitivement la porte. Un départ que l'AES considère pourtant comme déjà effectif. Dans un communiqué publié le 22 décembre, elle voit cette période de transition comme une tentative de déstabilisation. Un texte pour amnistier les auteurs du coup d'État manqué de 2015, c'est le projet de loi adopté le 18 décembre par le gouvernement de transition au Burkina Faso, une amnistie qui sera néanmoins accordée sous condition. D'après le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, les personnes concernées devront par exemple faire preuve de patriotisme en participant à la reconquête du territoire. Plus de précisions avec Esther Conan. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté un projet de loi portant amnistie de personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de 2015. À l'issue d'un conseil des ministres tenu ce 18 décembre 2024, le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a lors d'un point de presse apporté des précisions sur ce projet de loi portant grâce amnistiante. L'amnistie efface totalement les condamnations. C'est un peu plus que la grâce. Parce que la grâce présidentielle, par exemple, qui est accordée, exempte de la mise en exécution de la peine qui a été prononcée. Mais l'amnistie efface totalement la peine, de sorte qu'elle ne peut plus être présentée dans la carrière ni dans le casier judiciaire de l'intéressé. Selon les autorités burkinabées, cette initiative traduit la volonté du gouvernement de permettre aux soldats impliqués dans les faits du coup d'État manqué et qui font preuve d'engagement dans la lutte contre le terrorisme de profiter de la faveur de grâce amnistiante. Un décret à venir devrait désigner les personnes bénéficiant de celle-ci. Il y aura un décret qui va être pris pour préciser les personnes nommément désignées qui vont bénéficier effectivement de cette grâce amnistiante. Ensuite, il faut faire preuve d'engagement et de patriotisme dans le cadre de la reconquête du territoire. Il faut avoir fait preuve d'un bon comportement en détention. Et enfin, il faut manifester la volonté et l'intérêt de vouloir être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Pour rappel, en 2019, plus de 80 personnes, dont des militaires et des hommes politiques, ont été condamnées par le tribunal militaire pour atteinte à la sûreté de l'État à l'issue du coup d'État manqué des 15 et 16 septembre 2015.
Direction à présent le Zimbabwe où les autorités ont mis en place une nouvelle politique foncière, une stratégie lancée par le président Emmerson Mnangagwa le 20 décembre dernier et qui s'annonce bénéfique pour les propriétaires de terres agricoles. Elle leur permettrait en effet d'obtenir des prêts bancaires en utilisant leurs terres comme garantie. Nana Kamsukom. Au Zimbabwe, les bénéficiaires de terres autrefois confisquées dans le cadre de réformes agraires controversées pourront désormais les vendre et les utiliser comme garantie auprès des banques en cas d'emprunt. En effet, cette nouvelle politique foncière a été lancée le 20 décembre 2024 par le président Emmerson Mnangagwa qui a également annoncé la création d'un comité technique pour piloter le processus en faveur d'autres agriculteurs réinstallés. Tous les prêts détenus par les bénéficiaires du programme de réforme des prêts et des 99 ILCs, des lettres d'offres et des PMI seront désormais détenus en vertu d'un titre de propriété bancaire, enregistrable, transférable et plus sûr. Les saisies de terres ont gravement affecté l'agriculture commerciale, obligeant un pays qui est un producteur et un exportateur régional clé de denrées alimentaires à dépendre de l'aide des donateurs. Le secteur agricole du Zimbabwe s'est redressé ces dernières années, mais les sécheresses constituent désormais le principal défi. Cela ne signifie pas que si vos exploitations sont saisies, vous bénéficierez automatiquement de la loi pour obtenir des garanties. Et bien sûr, nous devons réfléchir attentivement à l'aspect de l'indemnisation, car les agriculteurs qui ont perdu doivent être indemnisés. Selon le président Mnangagwa, la propriété des terres toutefois ne peut être transférée contre Zimbabwéens autochtones. Pour rappel, les agriculteurs autochtones n'étaient pas autorisés à vendre ou à transférer la propriété de leurs terres qui étaient considérées comme appartenant à l'État. Par conséquent, les banques étaient réticentes à accorder des prêts aux agriculteurs réinstallés qui ne pouvaient pas utiliser leurs terres comme garantie. Le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil se poursuit au Tchad. Ce programme, soutenu par la Banque mondiale, a permis la construction de nouvelles écoles, notamment dans la province du Lac, une province qui accueillerait au total 229 sites abritant des réfugiés et des déplacés. Face à la crise sécuritaire mais aussi humanitaire qui persiste dans la région, les autorités tchadiennes redoublent d'efforts pour améliorer leurs conditions de vie. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Marie-Raphaël Antolo. Au Tchad, le gouvernement et son partenaire, la Banque mondiale, accélèrent la construction des infrastructures socio-éducatives dans la province du lac Tchad. À travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, 3 nouvelles écoles sont construites et réceptionnées pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de la région. L'objectif, selon les autorités, est de lutter contre l'extrémisme violent par l'éducation des enfants et l'alphabétisation des jeunes. C'est une école dont les infrastructures montrent insuffisante la qualité de ces infrastructures et le sérieux qui a caractérisé les travaux. C'est pourquoi je voudrais vous demander de faire bon usage de cette école en veillant à leur entretien, mais surtout en essayant de mobiliser tous les enfants, y compris les enfants de populations hautes et des réfugiés, afin de pouvoir les envoyer massivement pour pouvoir étudier. Un château d'eau d'une capacité de 300 mètres carrés est aussi construit pour desservir Bagassola, l'une des grandes villes de la région. À travers ces infrastructures socio-éducatives, les autorités et leurs partenaires espèrent ainsi améliorer la vie des populations confrontées à la crise humanitaire et sociale dans la région. Nous avons dans le domaine communautaire, le projet Parka a construit un château d'eau à Kafia d'une capacité d'approvisionnement de 300 mètres cubes. Ce château d'eau est aujourd'hui fonctionnel. Que le ministre de l'Éducation nationale fera tout de suite la remise à la population. La province du Lac fait face depuis quelques années aux menaces terroristes de Boko Haram et à l'afflux des réfugiés qui constituent un poids démographique important pour les populations hautes. Après les opérations militaires afghanites contre les terroristes, les autorités s'engagent désormais pour la reconstruction des infrastructures socio-éducatives essentielles au profit des populations.
Ces créations entremêlent musique traditionnelle, jazz et gospel. L'artiste béninois Djababa pourrait prochainement retrouver la scène. Le percussionniste, qui est aussi d'origine nigériane, travaille actuellement sur son 3e album. Un nouvel opus qui valorise une nouvelle fois les traditions africaines et véhicule des messages de solidarité. Notre correspondant Lefty Ounou est allé à sa rencontre. 6 ans après son 2e opus, Djababa travaille sur son nouvel album intitulé Ishedale, signifiant la création en Yoruba. Installé dans son studio à Cotonou, l'artiste dévoile une œuvre imprégnée de valeurs humaines, culturelles et environnementales. Sa musique s'inscrit dans une quête d'unité et de valorisation des traditions africaines. Mon père, chanteur, percussionniste, a veillé à ce que l'essentiel de la connaissance des valeurs traditionnelles qui ont rapport avec nos instruments, nos chants, l'art vestimentaire, l'art culinaire, nous soit inculqué de sorte que on puisse se sentir personne, individu libre dans la société. Avec des instruments emblématiques tels que le omele bata, un tambour en sablier à triple-tête et le gangan d'origine nigériane, Djababa reste profondément connecté à ses racines. Par sa musique engagée, il transmet des messages de solidarité et milite pour une Afrique unie, moteur de développement durable. Il s'efforce également de numériser les sonorités des instruments traditionnels du Bénin, un projet qui incarne son ambition de préserver et moderniser cet héritage culturel. Il y a une documentation qui suit chaque instrument, chaque sonorité, pour qu'on puisse comprendre comment ça a été fabriqué, dans quelles conditions on le joue, qui le joue, et ainsi de suite, ainsi de suite. A noter que le Bénin compte environ 300 rythmes musicaux. Djababa puise de cette richesse en explorant 2 rythmes phares par département pour bâtir l'ossature de ses compositions. Parallèlement à son travail artistique, il ambitionne d'étendre son label Africa Sound City dans d'autres localités du Bénin et à l'international. Avec 3 décennies de carrière, Djababa se tourne vers l'avenir. Il aspire à former une relève solide et à exporter la culture africaine à travers son art et ses projets. L'actualité, c'est aussi le report du procès de la chanteuse malienne Rokia Traoré. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a fixé une nouvelle audience le 8 janvier prochain. Une requête réclamée par son nouvel avocat qui demande davantage de temps pour étudier le dossier. Au cœur de cette affaire, un litige opposant l'artiste à son ancien compagnon au sujet de la garde de sa fille. Un litige pour lequel elle avait déjà été condamnée en octobre 2023 à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants. À noter que Rokia Traoré restera écrouée jusqu'à son prochain procès. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.